Dans les semaines précédant le début de l'opération Fureur épique, les experts et analystes en sécurité des États-Unis, d'Europe et du reste du monde ont tenté de tirer la sonnette d'alarme, déclencher une guerre, et il est impossible de prévoir quel type de chaos l'Iran pourrait déchaîner. Depuis plusieurs décennies, surtout ces dernières années, la menace des cellules dormantes iraniennes inquiète décideurs et citoyens, tandis que les politiciens accusent les frontières poreuses et la migration de masse de faciliter l'infiltration d'espions iraniens. Mais lorsque l'opération Fureur épique a commencé, ces cellules dormantes n'ont pas attaqué, et à en juger par le peu d'impact qu'elles ont eu, il se pourrait bien qu'elles n'aient jamais existé. Même si le monde occidental n'a jamais été attaqué par des cellules dormantes organisées, ni par des soldats des gardiens de la Révolution à New York, Paris ou Berlin, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu d'infiltration iranienne. Au contraire, après 3 mois de combats intermittents et d'incertitudes mondiales, la menace iranienne s'est révélée réelle et mal comprise. Des États-Unis à l'Europe, nul ne soupçonnait l'activité des agents iraniens. Ils ont piraté des systèmes sensibles, saboté des cibles symboliques et recruté des loups solitaires pour des attaques violentes dans le monde. Il s'avère que l'Iran avait bien un plan pour attaquer le monde occidental sur son propre territoire, mais au lieu de cellules dormantes, l'Iran a choisi de miser sur une véritable guerre hybride asymétrique. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, nous devons émettre une petite mise en garde. Les informations que nous présentons ici sont exactes au meilleur de notre connaissance et de nos capacités à la fin de la journée du jeudi 21 mai, heure locale, aux États-Unis. Mais comme nous allons l'expliquer, ces attaques asymétriques liées à l'Iran contre les États-Unis et l'Europe sont un problème persistant, qui continue d'être révélé par un flux constant de mises en accusation et d'enquêtes. Ainsi, toute attaque qui aurait pu avoir lieu après la rédaction de cet épisode ne sera pas prise en compte dans notre discussion, pas plus que toute nouvelle preuve qui pourrait apparaître par la suite. Avant la guerre avec l'Iran, la menace des cellules dormantes iraniennes était déjà bien connue en Occident, tant dans les milieux sécuritaires que dans le débat public. Un article du Wall Street Journal explique que la force Al-Quds, branche des gardiens de la révolution iranien, a recruté ces dernières années des relais parmi des groupes criminels et des communautés musulmanes chiites en Europe, dont des gangs de motards et des migrants d'Afghanistan et de Syrie. De récentes perquisitions internationales ont mené à l'arrestation de membres du Hamas et du Hezbollah, certains ayant stocké armes et munitions. Le journal rapporte que l'Iran a stocké des armes et munitions pour des cellules affiliées en Allemagne, Autriche et le long des routes migratoires des Balkans durant l'année écoulée. Mais dès le début de la guerre, les autorités mondiales ont vite compris que la campagne iranienne serait différente de ce qu'elles pensaient. Nous débuterons par les États-Unis, où la première attaque présumée liée à l'Iran est survenue un jour après l'opération Fureur épique, lorsqu'un homme armé a tiré dans une brasserie d'Austin, Texas. 2 personnes ont été tuées et 14 blessées lors de l'attaque d'un homme vêtu de vêtements portant Brasait. C'est une propriété d'Allah et un motif proche du drapeau iranien. Le suspect, un homme de 53 ans du Sénégal, a été tué sur place. L'attaque a été rapide, mais il n'était pas surprenant que des fusillades liées à l'Iran surviennent. Juste après la mort du défunt guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, le corps des gardiens de la Révolution, avait lancé des menaces affirmant que leurs ennemis, je cite, ne seraient plus en sécurité nulle part dans le monde, même pas chez eux. Depuis la fusillade d'Austin, la menace est soudain devenue très réelle, et les attaques liées à l'Iran ont été signalées avec une fréquence stupéfiante. À la mi-mars, 2 personnes sont sorties de leur voiture à Toronto et ont tiré au pistolet sur le consulat américain avant de quitter les lieux tôt le matin. À ce moment-là, Toronto avait déjà subi 3 attaques distinctes par armes à feu contre des synagogues, respectivement les 2, 6 et 7 mars. Le lendemain de l'attaque contre le consulat américain de Toronto, 3 frères ont été arrêtés en Norvège après un attentat à la bombe visant l'ambassade américaine à Oslo à l'aide d'un gros engin explosif improvisé caché dans un sac à dos. Quelques jours plus tard, la Bank of New York à Amsterdam a subi une attaque à l'explosif improvisé. En avril, un agent iranien a tenté d'engager un membre d'un cartel mexicain qui était en fait un agent infiltré des forces de l'ordre américaines. Cet agent infiltré a ensuite reçu une offre de $10 000 pour incendier une synagogue à New York, un centre juif à Los Angeles et un autre à Scottsdale, en Arizona. En mars, un frère et une sœur nés en Chine et citoyens américains ont posé une bombe dans le centre d'accueil près de la base aérienne de MacDill, siège du commandement central des États-Unis. La bombe est restée cachée plusieurs jours, pendant que les 2 frères et sœurs fuyaient en Chine. La sœur est finalement revenue et a été arrêtée. La bombe a été localisée avant d'exploser. Bien que les États-Unis n'aient pas confirmé de lien avec la guerre en Iran, le commandement central supervise ce conflit depuis le début. Les infrastructures numériques américaines ont aussi été touchées.
Au début de l'opération Epic Fury, des hackers liés à l'Iran ont attaqué plusieurs sites pétroliers et gaziers aux États-Unis, ciblant les contrôleurs logiques qui permettent aux machines de communiquer entre elles et forçant des entreprises à passer à des contrôles manuels. La deuxième semaine de la guerre, Stryker, société de technologie médicale, a subi une cyberattaque majeure revendiquée par des hackers affirmant agir en représailles au nom de l'Iran. Mi-mai, des responsables américains ont indiqué que l'Iran serait derrière des violations des systèmes de surveillance du stockage de carburant, surtout ceux suivant le remplissage des réservoirs de stations-service. Des responsables ont confié anonymement à CNN que ces piratages auraient permis à l'Iran de provoquer des fuites de gaz, pouvant passer inaperçues jusqu'à une explosion. Lors de leur attaque la plus médiatisée, des hackers liés à l'Iran ont piraté les emails personnels du directeur du FBI Kash Patel, publiant photos et documents volés. Les groupes de hackers liés à l'Iran ont assumé la responsabilité des attaques au lieu de masquer leur origine. L'incident le plus médiatisé fut la tentative d'assassinat du président américain Donald Trump et d'autres responsables lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche en avril. Nous devons être très clairs sur nos sources ici. Nous nous basons sur un rapport exclusif de Reuters, lui-même issu d'un rapport de renseignement du département de la sécurité intérieure adressé aux forces de l'ordre américaines à tous les niveaux. Le rapport indiquait que le suspect de la fusillade, un homme nommé Cole Thomas Allen, agissait, je cite, en raison de multiples griefs sociaux et politiques, et que la guerre en Iran, je cite, aurait pu contribuer à sa décision de mener l'attaque. Le rapport s'appuie sur les récentes publications d'Allen sur les réseaux sociaux critiquant la conduite de Washington en temps de guerre, et aucune preuve publique ne montre qu'Allen ait été recruté ou payé directement. Nous parlerons bientôt de la situation globale, mais prenons d'abord une courte pause pour présenter notre nouveau site réservé aux abonnés, frontstock.co. Frontstock.co est notre plateforme pour toutes les histoires auxquelles nous ne pouvons pas rendre justice ici, sur la chaîne principale, un endroit où nous pouvons approfondir et aller encore plus loin que ce que nous faisons habituellement sur YouTube. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et 1 ou 2 podcasts sur les conflits et les sujets géopolitiques qui vous importent le plus. Tout récemment, nos abonnés à frontstock.co ont eu droit à une explication approfondie de cette question même, décortiquant les réseaux d'influence iraniens qui à l'époque commençaient tout juste à émerger. Nous avons également publié 2 articles récents sur le cessez-le-feu fragile de l'Iran, l'un discutant de ce que ce cessez-le-feu signifie réellement pour le Moyen-Orient, et un autre sur la question de savoir si la campagne de pression économique de Washington peut réellement porter ses fruits. Nous ne couvrons pas uniquement l'Iran, de nombreux articles portent aussi sur l'Ukraine, le Soudan, le Sahel, l'Europe et d'autres régions, sans oublier les conflits mineurs souvent ignorés ailleurs. Un abonnement ne coûte que 5 $ par mois ou 50 $ par an, c'est Warfronts, allez jeter un œil. Et maintenant, revenons à l'Iran et parlons de l'Iran. Un réseau plus vaste. Même si les États-Unis ont subi plusieurs attaques médiatisées liées à l'Iran, ils ne sont pas les seuls à avoir été visés. En Europe, les attaques liées à l'Iran prennent diverses formes, mais beaucoup sont attribuées au groupe pro-iranien AI. Le groupe est apparu en ligne après le début de la guerre en Iran et a publié sur Telegram, le 9 mars, une déclaration annonçant le début d'opérations militaires contre les intérêts américains et israéliens dans le monde. D'après le Centre international de lutte contre le terrorisme, le groupe n'avait aucune présence numérique avant la déclaration du 9 mars, suggérant une création récente autour du début de la guerre ou une existence secrète comme atout. À ce stade, selon le centre, il n'était pas clair, je cite, si HAK est un véritable groupe terroriste ou s'il sert simplement de façade pour des opérations hybrides iraniennes permettant un déni plausible. Fin de citation. Leur image de marque et leur communication reprenaient celle de Téhéran, mais il restait difficile de savoir s'ils étaient directement créés et gérés par l'Iran ou s'ils évoluaient à la périphérie de son influence. Même son logo semblait avoir été généré par une intelligence artificielle, ce qui a suscité des soupçons selon lesquels Hezbollah, en tant que concept, aurait pu être assemblé à la dernière minute par des agents iraniens. Dans les semaines suivantes, le monde n'a pas vraiment obtenu de réponse claire sur cette question, mais a vu suffisamment d'attaques du Hezbollah pour commencer à en dégager quelques tendances. À Amsterdam, la succursale locale de la Bank of New York a été visée par un cocktail Molotov, et 2 synagogues ainsi qu'une école juive ont également été attaquées. En Belgique, le groupe a attaqué une synagogue à Liège et incendié une voiture dans le quartier juif d'Anvers. 3 personnes ont été inculpées dans le nord-ouest de Londres pour un incendie criminel ayant détruit 4 ambulances d'un service médical d'urgence juif bénévole. Fin mars, AI a été accusé par les autorités françaises d'un complot contre les bureaux de la Bank of America à Paris, peu après la diffusion d'une vidéo menaçant les intérêts et communautés juives en Europe.
Dans cet incident, un bidon d'essence de 5 litres a été relié à un explosif pyrotechnique commercial pour créer une bombe artisanale. Les enquêteurs français l'ont attribué à un adulte et 3 adolescents, chacun payé entre 500 et 1000 euros pour placer l'engin et filmer l'explosion. En Allemagne, dès fin avril, les tactiques de AI ont vraiment commencé à s'intensifier. Le renseignement intérieur allemand a averti que AI cherchait à intensifier ses attaques à travers l'Europe et à faire évoluer ses tactiques pour inclure des méthodes plus dangereuses et destructrices. Jusqu'alors, AI se concentrait sur des incendies criminels et du vandalisme, même si après des décennies d'attentats en Europe, il est clair que des attaques meurtrières restent possibles. Quelques jours plus tard, un Allemand de 33 ans a traversé en voiture une zone piétonne bondée à Leipzig, tuant 2 personnes et en blessant gravement 2 autres. À ce jour, AI n'est pas officiellement lié à l'attaque et les autorités allemandes évoquent de possibles troubles psychologiques chez l'assaillant. AI n'a pas été officiellement lié aux accusations annoncées par l'Allemagne contre 2 hommes le 21 mai accusés de complot d'assassinat de dirigeants juifs et israéliens pour le compte de l'Iran. Un des hommes, citoyen danois lié à la force Quds des gardiens de la Révolution, aurait repéré des cibles à Berlin l'an dernier. L'autre avait promis d'obtenir une arme et d'aider à tuer le dirigeant de la célèbre société germano-israélienne. 3 autres cibles connues figurent dans l'acte d'accusation allemand. Mais la percée la plus importante dans l'enquête sur AI, à ce jour, provient des enquêteurs américains à la mi-mai. C'est à ce moment-là que le département de la justice des États-Unis a dévoilé des accusations contre Mohammad Bakr Saad Daoud al-Saadi, un Irakien de 32 ans que les États-Unis ont identifié comme un haut commandant du groupe de milices soutenu par l'Iran, Kataïb Hezbollah. Selon les autorités américaines, al-Saadi était impliqué dans au moins 18 attaques et projets d'attaques à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Il avait été arrêté en Turquie puis extradé vers les États-Unis et était accusé par le FBI d'entretenir des relations avec des commandants des gardiens de la révolution iraniens, y compris le défunt Qassem Soleimani. Les plaintes pénales contre al-Saadi expliquent qu'il avait travaillé à coordonner des attaques de représailles contre les intérêts américains et occidentaux après le début de la guerre à Gaza, recrutant souvent des adolescents pour accomplir tout ou partie de ces basses besognes. Al-Saadi aurait été le cerveau de l'attaque incendiaire contre la Bank of New York à Amsterdam, de la fusillade au consulat à Toronto, de la tentative d'attentat contre la Bank of America à Paris, de l'attaque au couteau à Londres, ainsi que de projets d'attaques simultanées contre des cibles juives à New York, Californie et Arizona. L'acte d'accusation contre al-Saadi a confirmé ce que les experts savaient déjà sur les opérations, le recrutement et les intentions du Hezbollah. Alors que les experts voient souvent les saboteurs asymétriques comme idéologiquement motivés ou fidèles à leur régime, le Hezbollah semblait agir très différemment. Le média iPaper a décrit le groupe comme, je cite, « des espions iraniens recrutés à la tâche, c'est-à-dire des personnes à qui l'on avait proposé de l'argent pour mener une attaque ou parfois pour se trouver au bon endroit au bon moment avec une caméra. Ces personnes ne se souciaient pas vraiment de l'Iran, mais seulement de recevoir de l'argent. » À mesure que les inculpations et les détentions sont devenues publiques, il est de plus en plus évident que le Hezbollah recrute réellement une part inhabituellement élevée d'adolescents, ainsi que des personnes désabusées souffrant de troubles psychologiques et des personnes qui n'ont pas grand-chose à leur nom. Autrement dit, des personnes qui n'ont rien à perdre. De nombreux médias et analystes notent que les méthodes de recrutement du Hezbollah rappellent les tactiques russes de sabotage en Europe. Perpétrés, selon CNN, par des ressortissants non russes pour de faibles montants sans savoir pour qui ils agissent. Il faut désormais distinguer clairement entre les cellules dormantes iraniennes, telles qu'on les imagine, et le fonctionnement réel des opérations asymétriques. À part al-Saadi lui-même, aucun de ses assaillants ne semble avoir reçu une formation directe et formelle de la garde révolutionnaire iranienne. Certains d'entre eux ont clairement reçu des instructions pour fabriquer des explosifs artisanaux ou ont acquis ces connaissances par eux-mêmes, et tous ont reçu des ordres sur l'endroit, le moment et la manière d'exécuter leurs attaques. Mais il s'agissait là de quelque chose de très éloigné d'une opération militaire iranienne. Au lieu de cela, il semblait exploiter des personnes vulnérables ou des individus prêts à faire des choses dangereuses contre rémunération. Pour être clair, ce n'est pas forcément mieux. C'est simplement un type de menace différent de ce qu'auraient représenté des cellules coordonnées du CGRI. Une cellule dormante militarisée aurait peut-être été capable de mener des attaques beaucoup plus importantes, plus coordonnées et plus destructrices, que ce soit lors d'opérations de sabotage contre des infrastructures critiques ou même lors d'attaques terroristes coordonnées. Mais elles auraient aussi été plus faciles à détecter, et une fois identifiées à l'avance ou interceptées pendant ou après une attaque, cette menace aurait pu être contenue. Ce n'est tout simplement pas le cas pour des attaques comme celles menées par les groupes Haig.
Al-Sadi risque peut-être une très longue peine de prison aux États-Unis, mais son rôle en ligne sera facilement repris par la personne suivante, puis par celle d'après. Contrairement à une cellule dormante militaire aux tactiques précises et rigides, ces loups solitaires peuvent en surgir de partout. On peut leur confier n'importe quelle mission, même s'ils ne sont pas toujours efficaces, et ce sont souvent des personnes ignorées ou négligées par la société. Selon une analyse récente de The Guardian, les espions ou leurs relais privilégiés peuvent aujourd'hui lancer un appel sur les réseaux sociaux et recruter, en offrant quelques centaines de livres, d'euros ou de dollars, à des personnes qui n'ont pas forcément de sympathie pour leur cause. Fin de citation. La guerre avec l'Iran a été une expérience profondément formatrice pour une grande partie du monde, apportant de nombreuses leçons difficiles en même temps. Mais en ce qui concerne la manière dont des pays comme l'Iran s'y prennent pour construire une menace asymétrique mondiale contre leurs adversaires, la leçon la plus importante est claire. Lorsque l'Iran, la Russie ou d'autres pays adoptent ce genre de comportement en 2026, ils ne perdent pas de temps avec des projets alambiqués qui durent des mois pour faire passer leurs propres soldats à travers les frontières étrangères, et ils ne prennent pas le risque d'être découverts en mettant en place des réseaux de contrebande compliqués et traçables pour fournir des armes ou de l'argent liquide. Ils cherchent des personnes prêtes à risquer leur vie, leur offrent de l'argent et voient si elles sont prêtes à prendre le risque en espérant s'en tirer. L'expert en terrorisme Peter Neumann déclarait dans The Guardian « Nous entrons dans une ère du terrorisme à la demande. C'est toujours du terrorisme, avec un agenda politique visant à terroriser une communauté spécifique, juive ou une nation entière. Mais l'auteur n'est pas nécessairement radicalisé à proprement parler. » Fin de citation. Pour les États-Unis, pour l'Europe et pour le reste du monde, cela va poser un problème. Et pour résoudre ce problème, toute la compréhension occidentale de la lutte antiterroriste pourrait devoir être repensée. Merci de votre attention.